Bonjour et bienvenue dans cette seconde émission Roquefort et Nutri-Score en live sur Facebook. Une émission qui, je le rappelle, a pour objet de questionner le Nutri-Score appliqué aux produits de nos terroirs, aux AOP et en particulier au Roquefort. Alors justement, la Confédération de Roquefort a annoncé le 11 octobre dernier qu'elle demandait l'exemption de ce Nutri-Score pour son produit, pour son fromage. Je vous propose qu'avant d'en parler davantage, nous regardions un extrait de la conférence de presse donnée à cette occasion. Nous prenons la parole pour ébranler les consciences et interroger les pouvoirs publics sur les choix qui vont être faits et leur impact sur des produits, des terroirs, des femmes et des hommes et leur alimentation de demain. Pour nous, l'algorithme envisagé est partiel et surtout injuste pour notre fromage. Pourquoi fonder les calculs du Nutri-Score sur une portion de 100 grammes quand on sait que la consommation moyenne de fromage par jour et par personne est de 30 grammes? Pourquoi retenir un nombre limité de critères en occultant tant d'autres, et ce, au bénéfice des produits ultra transformés qui peuvent changer leur recette avec comme effet de mettre à l'écart des aliments aux atouts santé certains? C'est vraiment un message pour dire, voilà, nous aussi, nos produits, c'est des hommes, un territoire, un savoir-faire et un héritage. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, l'adaptation que pourrait inciter à aller le Nutri-Score vers des améliorations dites nutritionnelles au regard très partiel de ce Nutri-Score ne nous convient pas. Parce que nous, on a aussi et d'abord à conserver un savoir-faire et le patrimoine d'un territoire. Ce qui nous gêne, c'est que finalement, on a une approche qui est une approche punitive des aliments. Et en fait, on va jeter tout l'aliment parce qu'en réalité, il a du gras, du sucre ou du sel, alors qu'il a par ailleurs, et ça a été dit, de nombreux atouts santé, plutôt qu'une approche d'éducation nutritionnelle. Donc, effectivement, on est sur une approche punitive d'un aliment plutôt que sur une réflexion sur l'équilibre alimentaire, sur un repas ou une suite de repas sur une semaine. Plusieurs raisons motivent la Confédération de Roquefort à demander cette exemption, et notamment celle de l'équilibre alimentaire, et c'est justement du coup le thème de cette émission. Avec moi pour en parler, j'ai Julien et Louis, j'accroche votre prénom. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la cuisine centrale de Millau. Nous sommes dans vos locaux. C'est ici que se préparent les 1300 repas des écoliers de la communauté de communes de Millau, c'est bien ça ? C'est bien ça, c'est ici que tous les matins nos cuisiniers préparent les repas pour les établissements scolaires de la ville et de la communauté, mais aussi pour nos portages de personnes âgées en repas à domicile. Et à vos côtés, nous avons Sébastien Brasse. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes chef du Suquet à l'Aïole et votre table est renommée à l'international, on peut quand même le dire. Et merci d'être avec nous sur cette émission pour parler d'équilibre alimentaire. Avec grand plaisir. Et nous avons aussi un autre Sébastien, mais cette fois-ci Sébastien Vignette, et vous êtes le secrétaire général de la Confédération de Roquefort et vous venez nous expliquer un petit peu le positionnement de la Confédération. Bonjour. Bonjour, c'est tout à fait ça, et très heureux d'être là. Merci de ton accueil, très heureux d'être à côté de ces deux chefs. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de mettre un peu en relief 3 manières de manger. Il y a le quotidien chez nous où on fait nos courses et on doit choisir notre alimentation, et aujourd'hui notre consommation est aussi influencée par certains étiquetages qui nous donnent des informations sur les aliments que l'on achète. Il y a l'alimentation de nos enfants qui eux mangent quotidiennement grâce à la restauration scolaire comme le fait la cuisine centrale de Millau. Puis il y a la cuisine plus plaisir qu'on retrouve au restaurant comme dans vos établissements, Sébastien Brasse. Du coup, je propose qu'on commence par la cuisine centrale. Julien et Sébastien, vous êtes tous les deux chefs et à la tête de grosses cuisines, mais avec des enjeux complètement différents. Julien, je commence avec vous, avec la cuisine centrale de Millau, qui est quand même particulière. Elle a un engagement fort
pour faire manger en tout cas nos enfants bio et local. Aujourd'hui, la cuisine centrale de Millau est certifiée Écossaire. Elle a 2 carottes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça veut dire, ces 2 carottes? Aujourd'hui, la cuisine centrale travaille de plus en plus avec des produits bio, locaux, des produits faits maison. Donc on a voulu donner cette garantie aux parents en s'engageant dans une démarche de se faire éco-certifier par le label Écossaire. Ce n'est pas une démarche obligatoire, c'est vraiment une démarche volontaire pour ouvrir notre cuisine aux parents et leur montrer ce qu'on fait au quotidien pour leurs enfants, mais aussi pour nos personnes âgées. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes, ce que ça signifie? Je crois que vous êtes à plus de 40% de produits bio, mais pas que, des produits aussi locaux. Notre combat tous les jours, c'est la première des choses, c'est d'éduquer nos enfants au bien manger. On a ce rôle important, c'est de leur montrer qu'on a un territoire riche et que sur ce territoire, on a des bons produits locaux. Donc nous, la démarche à aujourd'hui, c'est de travailler de plus en plus avec les producteurs locaux et bio. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, la cuisine centrale, c'est 44,60 et des poussières de produits bio, avec une trentaine de pourcents bio et locaux. Donc c'est vraiment cet enjeu-là qu'on essaye de faire partager avec les parents. Et votre mission, c'est de nourrir les enfants, je le dis, c'est 1300 enfants sur la communauté de communes. Alors c'est 1100 enfants et on a 200 portages de repas à domicile. D'accord, ok, donc c'est en tout cas un peu plus de 1000 enfants à nourrir. Quels sont vos outils à vous pour faire des repas équilibrés, des menus équilibrés? Comment vous fonctionnez? Pour moi, l'équilibre, je l'explique aux enfants parce que des fois, ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas mangé d'entrée et du coup, ils peuvent avoir faim à la sortie du repas. C'est comme un pulse pour moi, la nutrition. Donc, on peut manger un peu de tout, mais si les portions sont adaptées, on a le droit de manger de tout. Donc, nous, on équilibre notre repas sur le plateau. Donc à aujourd'hui, je me bagarre pour travailler sur 5 composantes, c'est-à-dire qu'à chaque repas, ils ont un produit laitier et un dessert. On ne travaille pas sur des 4 composantes. Il est important de les éduquer, voilà, au bien manger à la française. Et tous les jours, c'est ça, c'est goûter, c'est dire, voilà, on n'est pas là pour donner à manger tout ce qu'ils aiment. Ils ont l'occasion à la maison de manger de la pizza, du burger. Nous, on est là pour leur présenter des bons produits et qui va être bénéfique pour leur santé. Et sur le plan de l'équilibre nutritionnel, vous avez des outils pour justement être certain de proposer un équilibre sur le plan de l'apport nutritionnel? Aujourd'hui, je suis accompagné d'une diététicienne qui va contrôler et valider mes menus. Les menus, on les travaille tous les deux ensemble, mais la seule obligation que nous, on a aujourd'hui en restauration collective, c'est la fréquence des plats. C'est-à-dire que sur 20 repas successifs, on doit pouvoir justifier de mettre des produits protidiques, un nombre de repas, du fromage, des produits, des fruits. On a des fréquences à respecter. C'est la seule chose à aujourd'hui où, en restauration collective, on a une obligation. Sur une échelle à quoi? Une semaine, un mois? 20 repas successifs. Sur 20 repas successifs. Votre équilibre nutritionnel se fait sur 20 repas successifs pour l'alimentation des écoliers. Il se fait sur 20 repas successifs et on équilibre le plateau sur nos 5 composantes. Okay. En expliquant qu'on peut manger de tout, il suffit d'équilibrer nos portions. Alors Sébastien Brasse, vous aussi, vous êtes chef, mais du côté plutôt du plaisir. Et vous êtes aussi un héritier de la tradition. Vous êtes un petit-fils et un fils de restaurateur. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous, quelle place ont les produits du terroir et les AOP comme le Roquefort dans votre cuisine? Je crois qu'avant toute chose, comme vous l'avez très justement dit, je suis un enfant de l'Aubrac, un des derniers nés sur la montagne, et ça je le revendique haut et fort. Donc pour moi la défense de ce territoire, je l'ai en moi, je crois, plus que quiconque. Et mon métier me permet finalement de valoriser ce plateau de l'Aubrac, mais plus globalement l'Aveyron et aussi les départements limitrophes, parce que je crois que voilà, on a une histoire forte liée à l'alimentation, à l'agriculture, aux traditions d'élevage et de production laitière. Donc j'ai vraiment à cœur de valoriser à travers ma cuisine, de valoriser mon territoire et ce savoir-faire très très fort. C'est presque un combat, un cheval de bataille?
Un cheval de bataille, oui et non. Disons que je fais ça, moi, à mon âme et conscience, par plaisir, par conviction. Et c'est ce que j'essaie de partager au quotidien pour mes clients, mais aussi pour mes équipes. En cuisine, on est entre 20 et 25 personnes jeunes de divers horizons. Et j'essaie, moi, à travers notre travail, de leur expliquer qu'à travers la cuisine, on a finalement la possibilité d'avoir un terrain d'expression très personnel et que chacun d'entre eux, qu'ils viennent chez nous acquérir une expérience, qu'ils comprennent la manière dont on a valorisé notre territoire pour que eux, à leur tour, quand ils vont rentrer au Pérou, en Bolivie, au Maroc ou au Japon, ils arrivent à exprimer eux-mêmes leur propre histoire et leur territoire. Moi, ça c'est vraiment aussi mon combat. Il y a mes clients, mais il y a aussi nos équipes. On est plus de 70 au restaurant, dont une 20-25 en cuisine. Et voilà, et j'ai vraiment envie que ces nouvelles générations comprennent qu'on a une histoire forte à raconter à travers notre métier, une histoire forte avec des produits forts et vraiment une histoire à partager. Alors, vous parlez de partage, je rebondis dessus puisque vous avez partagé avec nous une recette dont l'un des ingrédients est notre fameux roquefort. Je vous propose qu'on la découvre tout de suite en images. On a toujours eu souci d'imaginer, de créer des plats, des assiettes, des compositions qui soient équilibrées. Ce qui me plaît dans le roquefort, dans ce produit, c'est qu'on a une intensité aromatique. On n'en a pas besoin d'en utiliser beaucoup pour relever l'assiette, pour relever le plat et pour en apprécier finalement le parfum, l'intensité, le goût du terroir. Et ça, pour moi, ce sont des choses qui sont absolument essentielles. Bonjour, Sébastien Brasse à l'Aïole. Je vous présente la recette à base de roquefort que l'on va faire aujourd'hui. C'est une recette composée de potimarron grillé et de purée de potimarron à base de sucre muscovado, qui est un sucre de canne non raffiné. Ensuite, il y aura des figues rôties et un assaisonnement à base de zeste d'orange confit et genièvre. Donc, première étape, on va travailler sur notre zeste d'orange confit. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un économe avec les lames assez resserrées pour éviter d'avoir au maximum la peau blanche qui est amère et pas forcément agréable au palais. Et on va procéder au confisage. On va réaliser un sirop moitié sucre, moitié eau qu'on va porter à ébullition et ensuite, on va incorporer dedans nos zestes d'orange et on va les confire de manière assez douce. À la sortie du confisage, ces zestes d'orange vont être égouttés et séchés une nuit sur une plaque anti-adhésive à 50 degrés. Et là, le résultat obtenu sera un zeste d'orange très transparent, très cassant. Une des étapes aussi essentielles, c'est l'utilisation de sucre muscovado qui, mélangé à l'orange confite, va amener des tonalités de réglisse un petit peu, si vous voulez. Environ 20% de sucre muscovado que l'on va faire aussi sécher au four de manière à avoir une granulométrie bien régulière dans l'esprit un petit peu d'un sucre semoule. On va mélanger ça avec nos zestes d'orange confit et ensuite on va rajouter notre genièvre du suquet haché finement et ensuite l'ensemble va être à nouveau bien tamisé pour supprimer tous les grumeaux de manière à avoir un mélange très homogène. Cet assaisonnement sec va être particulièrement parfumé et goûteux et qui, je pense, s'accorde à merveille avec notre trésor du Sud-Aveyron. On va travailler sur le potimarron. On retire à cœur tous les pépins et ensuite on va découper de jolis quartiers. Voilà. Alors, prochaine étape, on va colorer nos tranches de potimarron dans une poêle anti-adhésive avec un filet d'huile et on va les laisser étuver tranquillement à couvert de manière à les cuire et les avoir bien fondants. Voilà pour cette étape. Ensuite, les figues, une fois bien rincées, bien lavées, on incise très légèrement la partie inférieure et on va les retirer au four de manière à les flétrir légèrement puisqu'après on va prolonger un petit peu la cuisson en les colorant dans une poêle anti-adhésive. Donc ensuite, première étape du dressage. À l'aide d'une fine râpe, on va répartir un petit peu. Le roquefort, il va amener ce que j'appelle du niaque. Donc c'est cette petite différence, ce petit assaisonnement qui va amener un coup de fouet à la préparation. Ensuite, je vais saupoudrer un peu de notre assaisonnement genièvre orange qui va venir se coller sur nos particules de roquefort. Ensuite, on va utiliser notre purée de potimarron
Et on va rajouter le potimarron coloré, les figues colorées. Et enfin, on va terminer avec le vinaigre réduit. Le roquefort vient agrémenter, relever, pimenter la préparation. Le roquefort va être consommé avec parcimonie, comme tous les produits gras, salés ou sucrés sont là comme des compléments, des supports d'assaisonnement pour nos assiettes. Et il ne reste plus qu'une chose, c'est déguster l'assiette. Voilà, ce que je disais, c'est que le roquefort, il a cette particularité d'avoir un goût prononcé, donc qui en fait pour moi finalement un produit très intéressant parce que très peu de produits va pouvoir valoriser, relever une assiette de manière optimale. Vous le travaillez aussi d'une manière dont à la maison, on n'a pas du tout l'habitude de le voir. Vous l'avez râpé. Qu'est-ce que ça apporte? Oui, je le répète parce que pour moi, dans cette recette, c'était, si vous voulez, il y a une composante essentielle dans ma cuisine qui est l'utilisation de gnacks. Alors dans ma cuisine, qu'est-ce que c'est que les gnacks? Ces gnacks vont être des perles de saveur sous forme de concentration de produits déshydratés, sous forme de zeste d'orange. Tiens, j'en ai mis un petit peu dans ma recette. Ça va être aussi des macérations de plantes dans des huiles neutres. Ça va être tout un tas de panels qui vont venir titiller le palais, relever. C'est un petit peu la moutarde du pot-au-feu, si vous voulez, mes gnacks. Et dans cette recette-là, le roquefort fait partie de cet univers de mes gnacks que je présente comme étant des condiments qui vont venir relever mes recettes. C'est un peu votre poudre de perlimpinpin. C'est tout à fait ça. C'est un petit peu le petit déclic. C'est un petit peu le produit, l'assaisonnement qui va venir titiller le palais, faire la différence. Et alors vous, quand vous cuisinez, comment vous abordez la question de l'équilibre? Est-ce que vous êtes concentré sur l'équilibre des saveurs ou bien vous allez aussi dans la direction de l'équilibre nutritionnel, dans l'apport nutritionnel de vos menus? Alors dans la création de mes plats, c'est pas ma porte d'entrée, clairement, puisque chez moi la création culinaire c'est vraiment la clé de voûte dans mon expression, dans mes cuisines. Mais je crois que cette idée d'équilibre nutritionnel, finalement, ça se fait de manière assez naturelle. Je crois que mon père a créé son premier menu légumes au début des années 80. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on le regardait avec des yeux comme ça. Aujourd'hui, évidemment, les légumes ont pris une place de plus en plus importante dans la cuisine gastronomique. Vous voulez dire végétarien ? Pas végétarien, non, parce que on s'interdit pas d'avoir un petit jus de viande réduite, d'avoir un petit peu de fromage, du roquefort ou du laïol ou tant d'autres qui vont venir justement participer à égayer, à donner du plaisir à nos assiettes. Donc cette idée je suis pas du tout moi pour les extrêmes, mais plus pour des réflexions raisonnées sur l'alimentation. Et ça, je pense que c'est une composante essentielle moi de mon métier et des réflexions que l'on doit avoir. Et typiquement, le sujet sur le roquefort, on est au cœur du sujet, je crois. Alors justement, on revient sur le roquefort avec vous, Sébastien Vignette. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la Confédération de Roquefort. On a ici deux chefs qui abordent l'équilibre de leurs plats de manière différente. L'un sur une série de 20 repas, l'autre plutôt sur l'équilibre de ses plats. Est-ce que justement l'équilibre alimentaire, c'est un peu le cœur du débat? Est-ce que c'est le cœur de la revendication de Roquefort? Oui, tout à fait, c'est une grande partie du problème. Si vous voulez, ça a été dit, le problème du Nutri-Score, c'est que finalement, ça procède d'une vision très réduite de l'alimentation. Ça va se baser sur un nombre très réduit de critères. Et ces critères, ça va les agréger finalement dans un score global et qui va juger, l'aliment. Tout ça en l'associant finalement à une couleur très connotée dans nos sociétés, rouge pour le danger ou l'interdit, vert pour la permission. Et ça procède véritablement d'une vision simpliste et punitive de l'alimentation. C'est pour moi de l'anti-éducation alimentaire, parce que faire de l'éducation alimentaire, et je pense sincèrement que tous les nutritionnistes en conviennent, ça reviendrait plutôt, si vous voulez, déjà à rappeler qu'il n'y a aucun aliment qui soit nutritionnellement équilibré en soi.
à lui tout seul. Autrement dit, il faut effectivement manger de tout. Il ne faut pas avoir peur de rappeler d'ailleurs qu'il faut aussi un apport lipidique. C'est quand même 35 à 40% des apports nécessaires. Et donc, effectivement, il faut s'inscrire dans une dimension où on mange de tout. La deuxième chose qu'on pourrait rappeler, c'est que justement, nos produits AOP, en commençant par le Roquefort, ils ont toute leur place dans un régime alimentaire équilibré. Et ce qui serait probablement plus pertinent, c'est de rappeler leur contribution justement aux apports journaliers. Et je conclus, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'équilibre alimentaire, ça ne se conçoit pas au niveau de l'aliment, ça se conçoit au niveau de l'assiette, et en réalité, là aussi les nutritionnistes le disent, sur une suite de repas, à minimum sur une semaine. Voyez. Et si je prends un exemple, moi je peux très bien considérer par exemple que dans un repas, dans une dimension d'équilibre alimentaire, je vais choisir de consommer mes 30 grammes de Roquefort, pourtant noté E, et renoncer par exemple aux chips, au ketchup, au soda light, qui seront mieux notés. C'est un choix. Alors, dans la conférence de presse, vous utilisiez ce mot et puis vous l'avez repris tout de suite. Vous parlez de notation punitive. Est-ce que vous avez un sentiment d'injustice au niveau de la Confédération de Roquefort face à des produits qui sont plus transformés, voire hyper transformés et qui ont des meilleures notes? Est-ce que vous avez le sentiment que le Nutri-Score dupe le consommateur sur ce qu'il va réellement consommer? Oui, je suis d'accord. Le proverbe dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que très clairement, le Nutri-Score favorise les produits ultra transformés. Tout simplement parce que les industriels pourront modifier leurs recettes à loisir, par exemple en mettant des additifs. Il faut savoir que la formule du Nutri-Score ne tient pas compte des additifs. Donc, si je poursuis mon exemple, pourront remplacer du sucre par des édulcorants, pourront remplacer le sel, qui est le conservateur naturel de nos fromages, par des conservateurs chimiques, et plus généralement d'ailleurs, avoir recours à des procédés de transformation complexes, qui en fait sont des procédés qui altèrent la matrice de l'aliment, qui fait qu'il va délivrer moins bien ses nutriments et que la qualité nutritionnelle sera altérée. Si vous voulez, quelque part, le Nutri-Score, ça peut devenir un enjeu marketing pour séduire des consommateurs en ne leur disant pas tout. Alors que nous, on ne pourra pas modifier nos recettes. Parce qu'on est les héritiers de recettes ancestrales consignées dans des cahiers des charges très stricts qui ne peuvent pas être modifiées. Et l'une des conséquences, en tout cas, on pourrait s'inquiéter peut-être d'une standardisation de notre alimentation et peut-être d'un appauvrissement des saveurs. Je me demandais, Sébastien Brasse, est-ce que vous y pensez quand vous élaborez vos recettes? Est-ce que vous vous lancez le défi, par exemple, de remettre en lumière des produits, des aliments peut-être un peu boudés, mal connus, ou des produits de nos terroirs par engagement? Vous savez, l'histoire de notre famille, du travail de mes grands-parents, du travail de mon père Michel qui a porté la maison sous les plus hautes lumières, a été fait de manière très progressive, mais en même temps faite de conviction. Vous connaissez tous le plateau de l'Aubrac avec ses quelques habitants au kilomètre carré, un petit peu loin de tout. Et à l'époque, quand il a fallu imaginer une voie gastronomique, pas question d'aller s'inspirer des uns et des autres, puisque mon père est un pur autodidacte. Et l'idée, c'était vraiment de valoriser ce plateau, ce territoire d'Aubrac avec ce qu'il avait. Chez nous, à part des vaches, quelques cochons un petit peu plus bas, du fromage évidemment, le terrain, il a fallu l'enrichir d'un certain nombre de choses. Et c'est là qu'a pris toute sa place, justement, chez nous, le végétal et tout ce travail qui a été fait depuis longtemps par mon père et que je perpétue aujourd'hui. Donc cet univers-là, c'est un univers finalement très, très complexe, qui vient nourrir notre imaginaire et celui de nos clients. Et est-ce que vous avez le sentiment que les palais sont de moins en moins curieux, moins en moins aiguisés? Est-ce qu'on est moins curieux de découvrir des saveurs un peu oubliées ou un peu nouvelles? Je pense pas.
Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que j'ai la chance en tant que cuisinier que la cuisine a été diffusée dans beaucoup de médias, elle l'est encore aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça fait prendre conscience à bon nombre de Français de cette richesse finalement, de ce savoir-faire français, mais cette richesse aussi de produits, de cette richesse de cette inspiration multiple finalement que l'on a tous dans notre cœur, puisqu'on a tous des histoires personnelles, des territoires aux origines multiples, et je crois que à un moment donné, c'est le cœur qui parle, et la gastronomie a ceci de magique, c'est les chefs ont finalement la possibilité d'exprimer une partie de leur histoire, de leur pays, et de l'amour qu'ils ont pour un certain nombre de choses. Et une fois de plus, c'est ce que j'essaie de transmettre à tous les jeunes qui travaillent avec nous, que la cuisine est un domaine d'expression finalement universel, et qu'on a tous des histoires différentes à raconter, et c'est la grande chance que l'on a dans notre métier. Et les gourmands qui viennent à votre table sont d'ores et déjà curieux. Mais vous, Julien, les personnes que vous nourrissez, c'est les palais de demain, c'est les petits bouts de chou de nos écoles. Est-ce que vous avez un retour sur leur curiosité ? Est-ce qu'on boude un peu plus qu'avant certaines saveurs ? Est-ce que les enfants restent ouverts à la découverte culinaire ? Justement, c'est, je crois, notre mission principale, de les éduquer au bien manger. C'est de leur expliquer que, bien sûr, quand on fait, comme ce midi, un céleri rémoulade, même qu'il soit bio et local et qu'il ait bon goût, pas tous les enfants l'aiment. On leur demande juste de le goûter. Et moi, j'essaie de leur expliquer, c'est comme une chanson que tu écoutes la première fois, t'accroches pas. Et bien, au bout de 10 fois, tu vas adorer cette chanson. Et bien, l'alimentation, c'est pareil. Au bout de 10 fois, ton cerveau, il va se rappeler, et petit à petit, tu vas apprécier et aimer. Après, oui, quand on met des coquillettes, un gratin dauphinois, oui, là, c'est un carton plein. Mais quand on va mettre un autre légume, c'est des fois un peu plus difficile. Mais comme Sébastien, moi, je crois que on voit les Français, on a un engouement pour la gastronomie, et nous, même nos tout petits, on voit que de plus en plus, ils se réintéressent au bien manger. Parce qu'ils nous posent des questions sur d'où ça vient, ouais, ça pousse comment. En fait, c'est toute cette éducation qu'il faut leur expliquer, qu'un radis vient du jardin à côté, ça pousse dans la terre. Alors, on a des enfants qui ont plus de chance dans des familles et qui connaissent tout ça, d'autres un peu moins, et on leur fait découvrir. Et alors sur la question du Nutri-Score, il y avait la question de l'équilibre alimentaire et de l'apport nutritionnel, mais il y a aussi la question de la portion, puisque le Nutri-Score, en fait, l'algorithme se calcule sur le taux de matière grasse, de sel et de sucre sur une portion de 100 grammes. Qui mange 100 grammes de Roquefort d'un seul coup ? À mon avis, pas grand monde. Comment vous présentez ou vous servez le Roquefort aux enfants ? Donc déjà, pour moi, je crois qu'on ne peut pas juger l'alimentation ou l'aliment sur un seul critère. Pour moi, je trouve que c'est une aberration. Nous, sur la cuisine centrale, je vous l'ai dit, on joue sur l'équilibre du plateau. Donc nous, nos enfants, ils ont un morceau de fromage qui est entre 20 et 25 grammes. Donc ils n'ont même pas 100 grammes, ils ont entre 20 et 25 grammes. Ce qui va être un équilibre entre leur entrée, leur plat de viande, de poisson ou d'œufs, et après de légumes, le fromage et le dessert. On équilibre sur l'ensemble du plateau. Et vous le servez en portions individuelles, mais aussi sous d'autres formes ? On le sert en portions individuelles, mais aussi on essaye de mettre... alors, on n'a peut-être pas la même cuisine que Sébastien, mais on essaye aussi de se l'approprier dans des recettes. On fait de la moule avec un peu de roquefort pour pas que ça soit trop violent pour le palais des enfants. On fait un petit coufidou miyawa avec du roquefort. Pour nos aînés, le dimanche, on leur fait une tartiflette avéronaise avec du roquefort aussi. On essaye, nous aussi, de travailler des recettes traditionnelles, simples, mais en amenant notre petite touche de producteurs locaux. Super. Est-ce que, Sébastien, vous voulez rebondir sur la question de la portion ? Je peux qu'abonder. Effectivement, un des grands problèmes du Nutri-Score aussi, c'est, vous l'avez dit, c'est qu'il est calculé sur 100 grammes ou 100 millilitres, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne tient pas compte des portions recommandées. Et en fait, tu le sais, peut-être ou peut-être pas, mais tu fais très bien, parce que la portion recommandée de fromage dans le plan national nutrition santé, c'est 30 grammes.
hein, 1 ou 2 produits laitiers pour les adultes, 3-4 pour les enfants, les adolescents, et le fromage dans la limite de 100 grammes. Et bien, vous savez quoi? Il se trouve que les études montrent que la consommation moyenne des Français en matière de fromage, c'est précisément les 30 grammes recommandés, que ça contribue à 20% à peu près des apports calciques, et seulement 5% des apports caloriques et 6% des apports en sodium. Donc il n'y a pas de difficulté de santé publique liée à une consommation ou une surconsommation de fromage qui n'existe pas. On est pile poil dans les portions recommandées. J'ai envie de vous dire qu'on se trompe de cible. Et puis moi j'ai envie de vous poser une question de bon sens. Qu'est-ce qui, selon vous, apporte le plus de gras et de sel? Est-ce que c'est 30 grammes de Roquefort ou est-ce que c'est un seau de 20 morceaux de poulet frit? Est-ce que c'est des nuggets qui, eux, seront consommés pour bien plus que 100 grammes quand même? Ou les 100 millilitres du soda light qui seront ingérés en réalité pour beaucoup plus que ces 100 millilitres-là, puisque ce n'est pas la taille de la canette? Est-ce que c'est notre Roquefort ou est-ce que c'est la portion de frites qui sera notée A ou B, mais qui en réalité sera bien plus mauvaise une fois passée dans l'huile et salée à volonté? Je dois vraiment répondre. Non, mais voilà, on est là dans... Non, mais oui, on est sur une question de bon logique. sens. Et après, si vous avez des patates bio et de la bonne huile végétale, on est sur le même débat pour le Roquefort. Mais effectivement, sur des nuggets hyper transformés ou ce genre de choses, ça pose énormément de questions. On a l'impression, on a le sentiment qu'il manque un élément à l'équation. Mais justement, on est allé à la rencontre d'un vrai expert qui pourrait beaucoup mieux répondre à la question que moi, puisqu'on a rencontré le docteur Jean-Michel Le Serre. Il est médecin nutritionniste à l'Institut Pasteur de Lille et il nous livre son expertise sur la question du Nutri-Score. Le Nutri-Score a beaucoup d'avantages. Il donne une information nutritionnelle que les consommateurs veulent avoir. Si le Nutri-Score n'existait pas, on critiquerait. Mais faut-il pour autant considérer qu'il est parfait? Sûrement pas. En fait, il a un certain nombre d'insuffisances, on pourra dire. Et en particulier, il ne tient pas compte de la transformation des aliments, du degré de transformation et de la naturalité ou pas de cette transformation. Ça, c'est un premier élément. Et donc, on perd une information importante. Deuxième élément, on considère que les acides gras saturés, c'est quelque chose qui est un bloc. Or, c'est quelque chose qui est extrêmement hétérogène. Les effets des acides gras saturés ne sont pas les mêmes selon la matrice. Et puis, le Nutri-Score ne prend pas en compte un certain nombre de micro-constituants, micronutriments, parce qu'on a considéré que ce n'était pas à l'ordre du jour. Et c'est bien dommage. Il y a notamment dans les produits laitiers des composés bioactifs, des probiotiques extrêmement intéressants qu'on ne trouve pas ailleurs et qui ne sont pas mis en avant. Et puis, d'autre part, la place des protéines n'est pas assez valorisée. Il faut absolument que les protéines soient mieux considérées et qu'elles ne soient pas simplement le reflet des apports en calcium. Bref, le calcium lui-même n'est pas assez pris en considération avec le Nutri-Score. Autrement dit, le Nutri-Score peut encore être amélioré, ce serait une bonne chose. Dernière amélioration, qui serait sans doute de mieux expliquer au consommateur que, en fait, son alimentation, elle dépend d'un équilibre et d'une variété et non pas du choix exclusif d'aliments qui seraient classés A ou B et jamais d'aliments qui seraient classés D ou E. Et je pense que c'est l'esprit d'ailleurs même du Nutri-Score et il serait bon qu'on puisse tenir compte de cet aspect-là. En conclusion, le Nutri-Score est une avancée car il donne une information auquel les consommateurs ont droit, mais cette information n'est pas complète, elle n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin pour améliorer le choix des consommateurs de façon complète et puis de façon nutritionnellement correcte. Ne risque-t-on pas de stigmatiser certains produits qui ont des atouts santé? Eh bien oui, on risque de les stigmatiser parce qu'on oublie en fait toute la variété de leur composition. Je pense à des aliments gras comme l'huile, le beurre, le fromage ou les noix, qui sont toujours mal classés malheureusement, alors qu'ils apportent certes des lipides, mais aussi beaucoup d'autres nutriments. Et les effets santé de ces aliments dans des proportions normales ne sont pas du tout négatifs. Et donc cette stigmatisation va à l'envers de ce qu'est une bonne nutrition. Une bonne nutrition, c'est quoi? C'est une variété d'aliments. Ce sont des aliments simples, ce sont des aliments nature, ce sont des aliments associés, ce sont également de bonnes proportions. Et donc cette stigmatisation n'est pas du tout juste.
Les fromages sont des aliments d'une complexité inouïe, d'abord à cause des procédés de transformation qui ont abouti à des tas de molécules qu'on n'imaginait pas, qui sont insoupçonnées et qui confèrent à ces fromages des effets particuliers. Je pense en particulier aux ferments qui sont présents dessus. Et de plus en plus, on avance sur la connaissance pour ces aliments. Et puis aujourd'hui, les effets santé sont tout à fait établis, bien sûr dans des proportions qui sont normales, mais ce ne sont pas des mauvais aliments, ni sur les maladies cardiovasculaires, ni bien sûr sur la santé osseuse qui est extrêmement importante. Et donc aujourd'hui, il nous faut une approche qui soit une approche globale, on dirait holistique et non pas réductrice en ne se focalisant que sur quelques nutriments choisis. Et les fromages, enfin, font partie d'un patrimoine, ils font partie d'une histoire, ils font partie d'une gastronomie, ils font partie d'une relation que nous avons tissée avec les aliments depuis des générations et des générations. Il serait dommage de couper, casser cette relation en ayant un discours négatif sur eux, comme on risquerait de l'entendre si les choses n'évoluaient pas. Julien, si le Nutri-Score devenait obligatoire à partir de 2022, qu'est-ce que ça changerait pour vous dans l'élaboration des menus des écoliers ? Alors, juste moi, je voulais rebondir à ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure. C'est que nous, en ce qui concerne le Roquefort, qui est donc un fromage entre 100 et 150 mg de calcium, on a le droit de le servir sur notre fréquence de 20 repas, 4 fois minimum. Mais on peut le servir sur 20 repas successifs. Ça veut dire qu'on peut le servir 20 fois. On n'a aucune contrainte là-dessus. Et est-ce que justement votre tableau des fréquences de repas en fonction de leur rapport nutritionnel changerait avec l'arrivée du Nutri-Score obligatoire ? Je ne crois pas que le Nutri-Score va devenir obligatoire à nous en restauration collective, parce que nous, on équilibre, comme je vous dis depuis tout à l'heure, nos repas sur l'ensemble du plateau. Donc je ne vois pas comment ils peuvent venir nous imposer un Nutri-Score en restauration collective. Et pourtant, tu vois, ça fait partie du problème, parce qu'aujourd'hui, on parle du Nutri-Score, mais déjà, Santé publique France nous dit demain, vous ne pourrez pas faire, en tout cas c'est ce qu'il propose, de publicité aux heures de grande écoute sur les produits DEE. Et il y a aussi, même si ce n'est pas immédiat dans l'équation, la capacité à servir la restauration collective, voire une taxation sur les produits gras, ça a déjà été évoqué. Donc vous voyez là encore l'incongruité. Moi je ne pourrais pas faire de publicité sur le Roquefort, mais d'autres pourraient faire de la publicité sur des produits hyper transformés, quoi. Donc je ne suis pas sûr que le risque n'existe pas, voilà, et ça fait partie de nos inquiétudes. Alors après, nous, aujourd'hui, moi je fais partie d'une association, Agores, qui défend les valeurs de la restauration collective, la restauration collective publique. Et nous aussi, on a fait des motions au niveau du ministère, comme quoi le Nutri-Score, il n'était pas bien fait. Oui, aujourd'hui, il faut qu'on informe le consommateur sur les graisses, les produits ultra transformés. C'est pas faux, il y a des choses à faire. Mais est-ce qu'on peut, un seul critère qui est le Nutri-Score, juger un aliment ? On est persuadé que non. Je suis assez d'accord avec toi, parce qu'en fait, les vrais problèmes de santé qui ont été mis en évidence sont principalement liés aux produits ultra transformés, justement. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer en premier. Moi, je ne suis pas en train de dire que tous les produits industriels sont nécessairement mauvais. Par contre, ce que je ne peux pas admettre, c'est que nos produits de qualité soient moins bien traités par le Nutri-Score que des produits hyper transformés qui vont pouvoir se verdir par un A, alors que parfois, il n'y a pas du tout d'apport nutritionnel. Alors j'ai envie de vous reposer une question. Peut-être à vous. C'est quoi les apports nutritionnels d'un soda light ? Comme ça, à chaud, je pense qu'ils ne sont pas très élevés. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien à manger. Par contre, il y a beaucoup d'additifs. Vous voyez ? Et puis dans d'autres cas, ce sera un autre problème. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de marqueurs d'ultra-transformation, dont on le sait bien, les études le disent. Il y a, en cas de surconsommation, des risques avec un certain nombre de maladies cardiovasculaires, hypertension, obésité. C'est donc bien sur les produits très transformés qu'il faut travailler en priorité, d'autant qu'on l'a dit tout à l'heure, nos produits de qualité ne sont pas surconsommés et qu'au contraire, ils contribuent à l'équilibre alimentaire. Donc là, on est vraiment au cœur du débat de société, de la manière dont on informe nos consommateurs sur ce qu'ils achètent et sur ce qu'ils mangent. Moi, Sébastien Bras, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que dans votre cuisine, vous arrivez à faire fi
du courant de consommation, justement. Est-ce que vous vous sentez influencé par les modes de consommation, les produits qui ont le vent en poupe, ou vous arrivez à rester indépendant et intègre par rapport à tout ce qui se passe en dehors de votre cuisine? Il y a un dicton qui me plaît énormément, qui est le suivant. Être à la mode, destin de feuilles mortes. Ça n'est pas de moi, mais j'ai trouvé que ce dicton collait bien à notre mode de fonctionnement. On ne s'est jamais trop soucié des modes, des usages, des courants. On a toujours fait les choses en notre âme et conscience, comme on en avait envie, comme on le ressentait, avec toujours comme ligne de conduite défendre notre territoire, les acteurs qui le font vivre aussi, toute la filière agricole évidemment, sans qui on ne pourrait pas s'exprimer à travers notre métier. Et ça, je l'ai au plus profond de moi-même. Et j'avais une autre petite réflexion tout à l'heure quand on parlait du Roquefort. Je voulais vous parler rapidement d'une expérience que j'ai eue avec un autre produit qu'on ne connaît pas très bien en France ou en Europe, que j'ai découvert au Japon, qui est le miso. Oui. Le miso est un produit fermenté à base de légumineuses et de sel. Donc c'est un produit qui est un produit extrêmement courant dans la cuisine japonaise, et ils en consomment très très régulièrement, mais c'est un produit qui est très très salé, très fort, mais qui, quand on commence à le comprendre, est utilisé de manière très raisonnée, et qui est utilisé comme un condiment dilué dans des bouillons, dont la concentration en sel va être évidemment fortement diminuée, dont le goût va être atténué par l'échange avec son environnement. Donc je fais un petit peu le parallèle, parce que ce miso m'avait, lors de mes premières expériences au Japon, beaucoup perturbé, parce que je n'avais pas compris ce produit. Et c'est ensuite la manière dont il est utilisé qui m'a permis de comprendre les atouts de ce produit-là. Donc ce produit est vraiment énormément consommé par les Japonais, et je crois savoir que les Japonais font partie des peuples qui vieillissent le plus au monde. Merci. Et est-ce que ça fait partie de... Donc consommer du Roquefort. Voilà. Donc c'est un niaque de plus dans votre cuisine? Oui, alors après j'ai entrepris toute une démarche qui n'est pas le sujet du jour, dans le sens où j'ai fabriqué moi-même mon propre miso à base de lentilles de la Planaise, donc lentilles régionales. Donc je me suis approprié ce produit-là, avec lequel j'avais eu beaucoup de mal il y a 20 ans lors de mes premiers voyages au Japon, mais aujourd'hui je me le suis approprié fortement. Bon, alors si on se lance dans un projet d'émission culinaire, on vous réinvitera pour que vous nous parliez de votre miso. On va rester un petit peu sur le Roquefort. Ça fait quelques semaines maintenant, Sébastien, que la Confédération de Roquefort communique sur la demande d'exemption. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez eu un peu des retours, des soutiens, peut-être d'autres AOP? Bien sûr, des soutiens nombreux, parce que ce combat, dont je le redis, c'est pas un combat contre le Nutri-Score en soi. C'est un combat contre le Nutri-Score appliqué à nos produits de qualité AOP, IGP. Nous, on dit, là où ça fait sens de travailler en premier, et travailler d'abord là-dessus, c'est sur les produits justement ultra transformés. Et on est dans le bon sens. Donc notre message, il passe bien, il touche, parce que, en fait, il est aussi la traduction, quelque part, de la culture française du bien manger. Voilà, c'est toute l'excellence de notre agriculture, de notre gastronomie, qui en plus, et Sébastien en est un exemple, sont reconnus à l'international. Voilà, et donc évidemment ça parle. Je dois dire que les représentants des territoires, que sont à la fois les parlementaires et les élus locaux, nous soutiennent pleinement. Je dois dire également que le ministre de l'Agriculture s'est ému, pas plus tard que cette semaine à l'Assemblée, de la manière dont était calculé le Nutri-Score et de ses biais, notamment la question de la portion qu'on évoquait tout à l'heure. Et je dois dire que ce combat, d'autres nous rejoignent, effectivement, d'autres AOP fromagères. Vous avez peut-être entendu parler encore ces jours derniers du comté, du morbier, de la rigotte, de la saucisse de Meurthaud, pour ne pas rester que dans le domaine fromager. C'est donc un combat qui est porté par d'autres signes de qualité, pas seulement des fromages, je l'ai dit, en Occitanie, en France et partout en Europe. Voilà, qu'il s'agisse de l'huile d'olive, qu'il s'agisse du parmesan italien et de bien d'autres encore produits de qualité. Et donc, voilà, le combat continue, parce que c'est un combat qui est un combat juste.
et qu'on va continuer à suivre, notamment avec une 3e émission qu'on enregistrera cette fois sur le thème du plaisir avec l'un de vos confrères, Sébastien Brasse. Nous serons avec Quentin Bourdi, qui est chef, lui, à Villefranche de Rouergue, qui nous accueillera pas dans sa cuisine, mais dans sa salle cette fois. Nous serons aussi avec Sylvie Vabre, qui est historienne, et puis Laetitia Gabory, qui est fromagère et qui est meilleure ouvrière de France et qui pourra nous parler aussi de tout son savoir-faire. Julien, merci de nous avoir accueillis dans les cuisines de la cuisine centrale. Ça nous fait un décor tout particulier et parfait pour parler à la fois d'équilibre alimentaire, de nos bons produits. Merci Sébastien Brasse d'être venu en discuter de la qualité de l'alimentation qui vous tient à cœur également. Merci à vous, Sébastien Vignette, d'être venu nous parler de la Confédération de Roquefort. Moi, je vous retrouve donc dans la prochaine émission consacrée au plaisir qui aura lieu, le mardi 23 novembre à 20h30 en live, on me dit à l'oreille, sur le compte Facebook de Roquefort AOP. Je remercie aussi Gilles Guillot et Baptiste Cabot qui sont à la technique et qui s'occupent de la régie de tout ce joli plateau improvisé dans les cuisines de la cuisine centrale. Et je vous dis donc à bientôt.